Il y a des choses qui commencent mal et finissent en miracle. Mais entre les deux, il y a l'enfer. Tout était prêt pour que le docteur Gustavo passe ce week-end dans un silence absolu. La maison de campagne était un héritage de sa grand-mère, tout juste rénové, sans voisins à proximité, avec un portail en fer qui ne s'ouvrait presque plus. Personne n'y avait mis les pieds depuis des mois. C'était la cachette parfaite pour un millionnaire fatigué de sa propre célébrité et de ses propres erreurs. Ici, personne ne me trouvera, même pas moi. Il disait ça en riant, jetant son sac en cuir sur le sol poussiéreux du salon. Dehors, le ciel ressemblait à de l'huile brûlée. Lourd, dense, étouffant. À l'intérieur, une odeur de bois vieux, de moisi et d'abandon. Il alluma l'interrupteur. Rien. Essaya encore, juste des cliquetis secs. Il soupira. Parfait. Pas de lumière. Ce sera dans le noir. Comme mon mariage. Il jeta sa veste sur le canapé et ouvrit une bouteille de vin à la bouche, comme s'il voulait oublier, plus que se souvenir. Gustavo n'était pas seulement riche, il était brisé à l'intérieur. On n'arrive pas au sommet sans laisser quelques coups de lame en chemin. Mais le silence de cette maison n'était pas complet. C'était le genre de silence qui respire, comme s'il y avait quelqu'un d'autre. La nuit venue, allongé sur le matelas improvisé du salon, le bruit surgit. Un son aigu, humide, perçant. Des pleurs. De bébé. Il se redressa d'un bond. « Ossueur, j'ai rêvé, non ?» Les pleurs revinrent, plus clairs, plus réels, du haut de l'escalier. Sa colonne vertébrale se figea. Il se leva doucement, saisit la lampe de chevet comme une arme, marcha marche par marche, retenant son souffle. Devant la porte de la chambre de sa grand-mère, le son était plus fort. Gustavo ouvrit, et ce qu'il vit à l'intérieur fit arrêter son monde. Couverte d'un vieux drap, allongée dans un coin, une femme, crasseuse, avec un bébé dans les bras. Son regard mêlait désespoir et rage, comme un animal acculé. « Partez d'ici, il est malade. Partez !» Le bébé pleurait de faim. Elle tremblait de peur, et le millionnaire tremblait d'incrédulité. Une maison censée être vide était pleine de secrets. « Écoutez, mademoiselle, je veux pas d'embrouille, d'accord, mais cette maison, c'est chez moi. » La voix de Gustavo était ferme, mais son cœur battait à tout rompre. « Parce qu'on va être honnête. Tu arrives dans une maison abandonnée, tu crois être seul, et soudain, une femme avec un bébé dans les bras dort sur ton sol. C'est pas un film, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, quand quelque chose est trop absurde, soit c'est une arnaque, soit c'est une punition. » La femme serre le bébé contre ses poitrines, comme s'il était la seule chose au monde qui valait encore la peine. « Comment êtes-vous entré ici ?» Elle ne répondit pas, resta silencieuse, berça le bébé pour le calmer. Gustavo recula d'un pas, pensa appeler la police, mais il hésita. Il ne connaissait même pas son nom, ni pourquoi bon sang il ressentait de la pitié. Une phrase de sa grand-mère lui revint en tête. « Quand on regarde seulement avec les yeux, on ne voit pas. Il faut regarder avec le cœur. » Il inspira profondément. « D'accord. Vous avez une nuit. Juste une. Demain matin, on parle, et vous partez. » Elle acquiesça, sans le remercier. Se contenta de se tourner et de couvrir le bébé avec un tissu sale. Mais Gustavo ne dormit pas. Il resta assis sur les marches, écoutant ses pleurs étouffés, cette respiration saccadée, et tentant de comprendre qui était-elle et pourquoi se trouvait-elle dans la maison de sa grand-mère. Au petit matin, avant même que le soleil n'ouvre les yeux, la femme était déjà dans la cuisine, remuant quelque chose sur la cuisinière, comme si elle était chez elle. « Eh oh, vous avez dit que vous partiriez !» Elle regarda calmement. « J'ai dit que j'avais besoin de 2 jours. 2 jours seulement. »
Mais au troisième jour, vous disparaissez. Vous devenez de la fumée. » Elle baissa les yeux, et pour la première fois, elle répondit: « Au troisième jour, j'enterrai mon fils. » Gustavo resta muet. Un frisson lui parcourut le corps, comme si le temps s'était figé. « Qu'est-ce que vous voulez dire par enterrer ?» Elle n'expliqua pas. Elle recommença à bercer le bébé. Et à ce moment, Gustavo réalisa quelque chose. Sa bébé était glacé. Il ne pleurait plus. Le silence qui suivit ces mots était lourd, plus lourd qu'un cercueil. Gustavo s'approcha lentement. Le bébé était enveloppé dans un tissu sale, les yeux fermés, la peau un peu pâle, froide, trop froide. « Madame, et il est mort ?» Elle ne répondit pas. Elle serra simplement le petit corps contre sa poitrine, comme si elle voulait empêcher le temps de l'emporter, comme s'il était encore possible de marchander avec Dieu. Mais son silence hurlait. Gustavo recula, ne sachant pas s'il devait pleurer, crier ou fuir. « Par pitié, dites-moi ce qui se passe ici. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là avec un bébé mort ?» C'est alors qu'elle se leva, avec une force qui ne semblait pas venir d'elle, et dit d'une voix ferme: « Il n'est pas mort. Il dort. Il dort juste différemment. » Cette phrase n'avait aucun sens, mais son regard semblait croire à ce mensonge. Gustavo prit son téléphone. Il allait appeler la police, les pompiers, n'importe qui. Mais encore une fois, il hésita, parce qu'il regarda ce bébé, et pendant une seconde, juste une seconde, il jura avoir vu sa petite poitrine bouger, faiblement, mais bouger. « Attendez, il respire !» Elle acquiesça, une larme coulant au coin de l'œil. « Vous êtes le premier à y croire. Plus personne n'y croit. Ils disent qu'il est mort-né, mais moi je sais, je le sens, il est encore là. » Gustavo s'assit sur la chaise, comme si le monde s'était écroulé sur lui. Parce que, voyez-vous, ce n'était pas un homme facile à berner. Il était déjà tombé dans des arnaques de partenaires, des chantages d'ex-femmes, dans toutes les embûches de la vie. Mais cette femme ne semblait pas être une actrice. Elle semblait être une mère. « Comment vous appelez-vous » Elle hésita. « Livia. »« Et lui ? Quel est son nom ?» Sa voix se brisa en répondant. « Isaac. » Gustavo avala des isilements. Isaac, c'était le nom de son fils, perdu dans une fausse couche 4 ans plus tôt. Coïncidence ou punition? Mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit d'autre, un son faible remplit la cuisine, un son qui fit arrêter son cœur. Le bébé. Il avait toussé. Gustavo resta paralysé, les yeux écarquillés, tout son corps en alerte, comme si le temps s'était figé autour de lui. Parce que ce n'était pas une impression, ce n'était pas un écho. Le bébé avait toussé. « Vous avez entendu ?» demanda-t-il presque sans souffle. Livia serra le bébé contre elle, comme si ce son était le signe qu'elle attendait depuis des jours, des mois, peut-être depuis la naissance. « Je vous l'ai dit, il est là, il a juste besoin de temps. » Gustavo s'agenouilla à côté d'elle, se rapprocha du petit corps enveloppé, il approcha son visage, et il entendit une respiration faible, mais continue, comme une brise au crépuscule, presque imperceptible, mais vivante. Mon Dieu, il respire vraiment. Livia se mit à pleurer, un sanglot silencieux, douloureux, qui semblait venir de ses entrailles. Ce n'était pas du relâchement, c'était du désespoir accumulé. Ils ont dit qu'il était mort-né, qu'il n'y avait rien à faire, et ils me l'ont enlevé, m'ont laissé 2 heures avec lui, mais je savais, je le sentais,
Une mère sans... Il n'était pas encore parti. Gustavo ne comprenait rien. Mais une chose était claire. Cette femme devant lui n'était pas folle. Elle était brisée, déchirée par la vie, mais pas folle. Qui sont-ils? Où c'était? Elle hésita. À la maternité San Gérald, l'hôpital des riches. Ils m'ont expulsé. Dit qu'une femme comme moi n'avait même pas de quoi mourir, que je délirais. Et ils m'ont laissé avec le corps. Je me suis enfui avec lui. Personne ne m'a écouté. Sauf vous. Gustavo sentit un poids dans sa poitrine. Il connaissait cette pipoule. Il avait financé des travaux là-bas des années auparavant. Il était l'un des principaux investisseurs. C'était indirectement à lui. Et maintenant, il était accusé d'avoir fait taire une mère. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Livia le regarda droit dans les yeux. Ce que le monde fait à ceux qui n'ont pas de nom de famille important, il les jette. Cette phrase entra comme une lame. Gustavo se leva, saisit son téléphone. « Je vais appeler une ambulance. Il a besoin d'aide, maintenant !» Mais Livia cria « Non ! S'ils retournent, ils finiront ce qu'ils ont commencé. Ils ne veulent pas que la vérité sorte. » « Qui, Livia? Qui ?» Elle murmura. « La médecin, la directrice et l'homme à la cravate bordeaux. Ils ont menti sur le rapport. Ils m'ont menacé pour que je me taise. » Le téléphone tremble dans la main de Gustavo. Parce que l'homme à la cravate bordeaux, c'est lui-même. Gustavo sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle l'avait dit clairement. L'homme à la cravate bordeaux. Il portait cette cravate le jour de l'inauguration de l'unité néonatale. Il y avait des photos, des vidéos, la presse. Et plus encore, il était le principal donateur de cet hôpital. Lui, Gustavo Araujo Montenegro. La vérité le frappa comme un marteau. Ils m'ont caché tout ça. Livia le fixa avec colère. Caché? Ou bien vous avez juste fait semblant de ne pas voir? Les gens comme vous signent des chèques, mais ne regardent jamais vraiment. Cela fit plus mal qu'il ne voulait l'admettre. Mais la vérité, c'est que Gustavo n'avait jamais entendu parler de scandale. Dans la bulle où il vivait, les rapports étaient nets, les chiffres souriants, les problèmes effacés avant de faire la une. Maintenant, il comprenait. Tout était fait pour qu'il ne sache rien. Mais maintenant, il y avait une femme devant lui avec un bébé vivant que le monde affirmait être mort. Et ce monde portait son empreinte. Il alla dans la salle de bain, se passa de l'eau froide sur le visage, fixa son reflet dans le miroir comme pour tenter de se reconnaître à nouveau et dit à haute voix « Qu'est-ce que je fais, mamie ?» Dans sa tête, le souvenir de sa grand-mère revenait comme un écho. « Si un jour le monde te montre une blessure, mon garçon, ne mets pas d'un pansement. Mets du baume, même si ça pique. » Il retournait à la cuisine. Livia était toujours là, blottie contre Isaac, comme une bête acculée, mais prête à mourir en se battant. « D'accord, je te crois. Mais si ce petit a une chance, on a besoin d'aide. De la vraie. » Elle leva lentement les yeux. « Je ne viendrai avec toi que si tu me promets qu'il vivra, qu'ils ne me l'enlèveront pas. » Gustavo avala difficilement. « Je ne promets jamais ce que je peux tenir. Mais je te promets une chose. Désormais, tu as un grand nom à tes côtés. Et je ne les laisserai pas t'effacer. » Elle hésita, puis acquiesça, avec un mince filet d'espoir. C'est alors que le bébé toussa encore, plus fort, presque comme un pleur. Et tous deux comprirent, la bataille commençait maintenant. Ils quittèrent la maison de campagne, presque dans l'obscurité, avec le bébé enveloppé dans une vieille couverture, et le souffle suspendu. Gustavo conduisait comme s'il transportait de la dynamite. Chaque virage semblait risqué, chaque phare une menace. Livia tenait Isaac comme si le monde entier voulait lui prendre, et peut-être que c'était le cas. « Tu es sûr de vouloir aller dans cet hôpital privé ?» demandait-elle. « Ils ont des gens partout. » « Non, on n'y va pas. On va dans un hôpital public.
Hein? Où personne ne saurait que j'y suis allé. Un endroit où ils n'ont pas d'emprise. Et après, on s'occupera du reste. Elle acquiesça, les yeux fixés sur le bébé. À la radio, une vieille chanson passée, presque prophétique. Un ange vole dans cet endroit. Gustavo éteignit. Il ne voulait aucune distraction. Ils arrivèrent à l'hôpital à 3h47 du matin. Urgence vide, médecin à moitié endormi, infirmière épuisée. Mais en ouvrant la couverture et en voyant le bébé, le chaos s'installa. Ce bébé est dans un état critique. Direction soins intensifs, immédiatement. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis combien de temps il est comme ça? Livia tentait d'expliquer entre sanglots et phrases coupées. On a dit qu'il était mort-né, mais il est vivant. Je le savais, je le savais. Les médecins couraient. Les infirmières poussaient des branchards, branchaient des câbles, ouvraient des perfusions. Gustavo restait debout, observant la scène, comme s'il assistait à son propre jugement. Et quand il se retourna, il vit 2 hommes rentrer. Costume sombre, cravate sobre, visage de ceux qui viennent chercher quelque chose, ou quelqu'un. « Monsieur Gustavo Montenegro ?» Il blêmit. « Vous êtes qui ?» Sécurité interne de l'hôpital Sao Geraldo. Nous venons sur ordre de la direction. Ici, ce n'est pas Sao Geraldo. Mais l'affaire en question l'est. Et ils sortirent un document de leur poche. Cet enfant a été déclaré décédé. Un acte de décès existe déjà et un mandat préventif de retrait a été émis pour tentative de dissimulation de cadavre. Gustavo explosa. Dissimulation de quoi? Il est vivant, espèce de salaud. Mais les 2 hommes encerclaient Livia. « Madame, nous allons devoir vous accompagner. » Livia cria. Gustavo se plaça devant elle. Et à cet instant, le bébé pleura fort, puissant, vivant. Et tout l'hôpital s'arrêta pour écouter. Le cri résonna dans les couloirs comme un tonnerre sacré. Le bébé, celui pour qui un acte de décès existait, était vivant. Et il pleurait, assez fort pour que tout le monde l'entende. Des médecins sortirent des salles. Des infirmières s'arrêtèrent en plein milieu du couloir. Un agent de sécurité lâcha sa radio. Et les 2 hommes en costume blêmirent. Gustavo pointa le doigt. « Vous entendez? Il est vivant !» Le médecin responsable accourut. « Il y a quelque chose de très grave ici. Ce bébé ne nous montre aucun signe de rigidité cadavérique. Il a des signes vitaux. Nous allons le stabiliser et ensuite appeler le conseil de tutelle. Mais c'est très sérieux. Très. » Livia pleurait à genoux. Pas de tristesse, de justice. Gustavo sortit son téléphone. Appela sa propre avocate à 4h20 du matin. « J'ai besoin de toi, tout de suite, et amène un journaliste. » À l'autre bout, une voix encore ensommeillée répondit. « Gustavo, dans quelle folie tu es encore tombé ?» Il répondit. « La plus sacrée de toutes, celle de la vérité. » Pendant ce temps, les hommes de l'hôpital Sao Geraldo tentaient de se retirer. « Nous n'avons plus besoin d'intervenir. L'enfant est pris en charge. Toute décision sera judiciaire. » Mais Gustavo ne les laissa pas s'en sortir ainsi. « Non, vous allez rester et vous allez écouter. Parce que si cette femme a été persécutée, si ce bébé a été déclaré mort par erreur ou par malveillance, quelqu'un va devoir payer et vous serez les premiers à répondre. » À cet instant, leur histoire cessait d'être un secret et devenait une dénonciation. La presse arriva dès le matin, une jeune reporter courageuse, caméra en main et indignation dans les yeux. « Monsieur Gustavo Montenegro, est-il vrai que le bébé déclaré mort est votre fils ?» Il rit nerveusement. « Non, mais ça pourrait l'être. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait ?» Livia donna sa déclaration, la voix étranglée. Elle raconta l'accouchement, la froideur de la médecin, la phrase qu'elle avait entendue. « Il est né sans avenir, mieux vaut que vous l'oubliez. » Elle expliqua comment elle avait quitté l'hôpital avec un bébé enveloppé dans un drap, persuadée qu'il respirait encore. Comment elle avait dormi sur des trottoirs, abandonné toute vie, fui la police et est entrée dans cette maison sans même savoir à qui elle appartenait. Elle pleurait en disant « S'il survivait, je savais que le monde essaierait de le faire mourir une seconde fois, mais il a pleuré, il a pleuré. » En fin d'après-midi, les vidéos devinrent virales. Le hashtag Isaac vivant inonda les réseaux. Et l'hôpital Sao Geraldo trembla. Le lendemain, le visage de Lydia faisait la une des journaux. Pas comme une suspecte, mais comme une survivante. La mère qui n'a pas abandonné. La mendiante qui avait raison. La voix que le système voulait faire taire. Gustavo, lui, recevait des appels de tout le pays. Des félicitations, des critiques, des menaces, mais
Il ne se laissait pas abattre. Il était dans la chambre de soins intensifs, observant Isaac à travers le vitre. Branché, minuscule, mais fort. « Tu es un miracle, petit. Et les miracles, on les enterre pas. » Son avocate entra, l'air sérieux. « J'ai déposé une plainte contre l'hôpital, la médecin responsable et la direction. Mais ce ne sera pas facile. Ils ont des avocats puissants, des juges dans le poche. Je m'en fous. Ils ont l'argent, moi, j'ai la vérité. Tu es sûr de vouloir t'y impliquer? Plus que jamais. » Puis, il regarda Livia. Elle dormait sur le canapé de la salle d'attente, éreintée, mais en paix. Il s'approcha, mit une couverture sur elle, et pensa. Peut-être que ce que je cherchais dans cette maison vide, c'était exactement ça, une raison. 2 mois plus tard. La maison de campagne ne sentait plus la poussière. Elle sentait le lait chaud, les couches propres, les jouets colorés. Gustavo avait installé une crèche dans l'ancienne chambre de sa grand-mère. Lydia vivait là avec Isaac, maintenant stable, souriant et officiellement reconnu comme vivant grâce à un acte de rectification judiciaire. L'hôpital Sao Geraldo avait été condamné, la médecin suspendu, l'affaire devenue une référence nationale. Mais ce n'est pas ça qui avait changé Gustavo. Ce qui l'avait changé, c'était la nuit, où il avait entendu ce pleur et tout ce qu'il avait découvert ensuite. Il passait ses après-midi à jouer avec Isaac, à écouter Livia raconter son passé, à réparer des choses dans la maison, et parfois un sourire sans raison. Un jour, en fin d'après-midi, Livia lui dit « Pourquoi tu fais tout ça? Tu n'étais pas obligé. » Il répondait simplement « Peut-être que je n'ai jamais été aussi riche que depuis le jour où vous avez envahi ma maison. » Elle rit, il sourit. Et Isaac babilla un mot qui ressemblait à « pas » ou peut-être à « main ». Qu'importe, car cette maison vide était maintenant un foyer. Et certaines invasions sont en vérité des sauvetages.